Là, si on passe à 10 là-dessus, ouais, 10 mètres, voilà. Voilà, navire amiral. C'est super, dites donc, aujourd'hui, vous avez vu ces parkings. Attention, serrez-vous sur les côtés, s'il vous plaît. Attention. Est-ce que tout le monde va bien? Bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mont-Saint-Michel, le voilà. Donc votre mission, ce sera patrouille, etc., reconnaissance au niveau de l'abbaye. Ensuite, au niveau du village, partie basse. Au niveau de la baie, c'est-à-dire tout ce qui est autour. Ils ont tous entre 20 et 25 ans et se rendent au Mont-Saint-Michel. Ces jeunes pompiers volontaires ont été sélectionnés pour assurer la sécurité du Mont-Saint-Michel et de sa baie pendant tout l'été. Non mais c'est pour vous donner une idée, hein. C'est pas sable mouvant, c'est de la vase molle, c'est tout. Mais vous voyez que ça peut être tout aussi difficile, surtout si la mer monte et puis que quelqu'un commence à paniquer. Là, ça se termine mal. C'est bon, ça va y aller gentiment. Faut y aller tranquillement. Accompagné de Patrick, un guide professionnel, il réalise que la traversée de la baie peut réserver quelques surprises. Il ne faut pas paniquer dans ces zones marécageuses, car elles ont piégé plus d'un touriste imprudent. Traverser la baie du Mont-Saint-Michel nécessite une parfaite connaissance du terrain et pour leur formation, nos pompiers en font l'expérience. Patrick, en avant du groupe, teste la consistance du sol. Les marées modifient en permanence le cours des fleuves et peuvent masquer des trous. La zone la plus dangereuse se situe du côté de Tomblaine, une réserve ornithologique qui héberge des milliers d'oiseaux et attire les touristes. Une zone que les pompiers devront surveiller particulièrement, car c'est là que se trouvent les sables mouvants. Là, si on passe à 10 là-dessus... On peut essayer, hein. Ouais. Il y a du creux, hein. Il y a du mou en dessous, hein. Excellent. Jusqu'au genou. Ah non, 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 pas comme ça. Faut sortir un genou. Et se mettre, voilà. Là, la seule chose qu'il faut pas faire, c'est ce qu'elle était en train de faire. C'est ça, c'est paniquer. C'est paniquer et puis commencer à gesticuler. Alors là, c'est sûr que on descend. Ce qu'il faut, c'est vraiment sortir un pied, un genou, et puis sortir l'autre après. Pris à la taille, un touriste âgé ou fatigué peut se retrouver dans l'incapacité de s'extraire et de rejoindre la terre ferme avant l'arrivée de la marée. Le capitaine Lourdet parlait tout à l'heure des gens qui s'étaient enlisés au pied du mont. C'est exactement dans un système comme ça qu'ils se sont enlisés. Sorti des sables mouvants, la traversée s'achève au pas de course et malgré les apparences, le mont est encore à 3 km. Et il faut faire vite, la marée s'avance. Le début de la marée est toujours annoncé par l'arrivée d'une vague qui progresse à la vitesse d'un cheval au trot. C'est le Mascaret qui, à chaque pleine lune, attire tous les regards. La nature s'offre en spectacle pour les touristes. C'est très beau, c'est un phénomène de la nature qui est extraordinaire, quoi. Enfin, de toute façon, la traversée de la baie et puis ça, c'est formidable. Voir ce flot qui arrive à cette vitesse sur une largeur phénoménale, c'est vraiment un émerveillement, sauf qu'il ne faut pas être dedans. On peut imaginer la peur des gens qui étaient terrifiés quand ils étaient pris sur les bancs de sable et qu'il n'y avait rien pour les sauver, quoi. Parce que là, il y a les pompiers, sécurité civile, mais dans le temps, les malheureux qui étaient pris sur les bancs. Le Mascaret recouvre en quelques heures toute la baie et encercle progressivement le Mont-Saint-Michel. Les touristes ont encore quelques minutes pour quitter le mont en empruntant la passerelle. Les derniers véhicules doivent quitter les parkings avant que la mer ne les recouvre entièrement. Cette retardataire a oublié l'heure de la marée. 10 minutes plus tard, son véhicule se retrouvait sous 1,40 m d'eau. Un scénario que les touristes attendent toujours avec beaucoup de curiosité, car parfois cela peut tourner au drame.
Vous voyez la mésaventure qui vient d'arriver, un chauffeur de car britannique. Il aurait pu y perdre la vie, il n'a finalement perdu que son autocar. Au péril de sa vie, il a tenté l'impossible, sous les yeux et les appareils photo de centaines de badauds. Sauver son car des tourbillons d'un flot pratiquement au plus puissant de son coefficient. 113 hier soir. Une dizaine de minutes s'écoulent avant que le chauffeur anglais ne renonce. Mais cette fois, l'homme n'a plus pied. Il parvient à revenir dans le courant avec un incroyable sang-froid, la force de sa jeunesse, mais aussi beaucoup de chance, au moment où un pompier en poste pour la saison Mont-Saint-Michel se portait à son secours. Hier soir, vers 23 h, c'est une grue qui a dégagé le bus devenu flottant, une fois la mer retirée. Le lendemain, un drôle d'engin efface les traces de passage de la marée. Avant l'arrivée des touristes, le parking est nettoyé des sédiments et du sable déposés par la mer. Puis, le mont s'éveille. C'est vers midi qu'Éric Gaulois, un des plus gros commerçants au Mont-Saint-Michel, vient comme chaque matin inspecter ses établissements. Comme la plupart des Montois, les habitants du Mont, Éric Gaulois a ses commerces sur le Mont mais réside à l'extérieur. Sa tournée commence toujours par le Mouton Blanc, un de ses 5 hôtels-restaurants. Bonjour Anne, Bonjour, ça se passe Gaulois. bien? Tout va bien. Johanna, ça va bien? Ça va. Bonjour. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui? Oui, il y a un petit peu de monde. Ça commence, hein, mais il est tôt encore là, il est midi et demi. Ah oui, oui, dans On a une le heure. temps. Quoi. Nous avons de bonnes équipes, des jeunes gens, travailleurs et bien soutenus, bien encadrés par une direction à poigne de fer, mais qui a quand même une certaine sympathie à côté et qui trouve les mots justes pour qu'il y ait un bon allant. C'est un sacré comédien, hein? Oui, oui, oui. Pas seulement. C'est un bon acteur, on peut dire aussi. Tous les jours, Éric Gaulois monte sur les remparts. En un seul coup d'œil, c'est là qu'il peut évaluer la recette du jour. Ah, c'est super, dites donc, aujourd'hui, vous avez vu ces parkings. Il y a environ 2500 à 3000 voitures. 3 personnes par voiture. Il y a 10-12 000 personnes aujourd'hui, plus les cars. Une bonne journée en perspective. Le Mont-Saint-Michel va friser son record de fréquentation dans la rue principale. Cette rue voit défiler en haute saison 20 000 visiteurs en moyenne par jour. La Grand Rue est en été la rue la plus rentable de France au mètre carré. C'est au début de ce siècle que le commerce de la restauration et de la bimbeloterie religieuse vont connaître un véritable essor économique. Touristes et pèlerins vont s'attarder de plus en plus dans les boutiques de la Grand Rue. Devant un tel succès commercial, les Montois décident de transformer toutes leurs habitations en commerce. Aujourd'hui, les boutiques sont plus nombreuses que les habitants. Avec 3 250 000 visiteurs par an, la rue principale est embouteillée tout l'été. Il faut faire comme sur les routes, c'est-à-dire les routes françaises, circuler à droite. C'est plus facile. Bonjour Morissette, ça va? Vous travaillez bien? Ce que nous voulons, c'est que les gens fassent la rue, une fois l'aller, une fois la descente, et qu'ils ne fassent pas leur portefeuille et qu'ils rentrent chez eux. Nous sommes commerçants. Et pour M. Gaulois, le temps c'est de l'argent. Pour ne pas perdre une seconde, il connaît tous les raccourcis. Vous descendez pas par la rue. Ah non, non, là je vais couper par le rempart, je vais passer par l'établissement parce que la rue est très encombrée. Si vous voulez, je vais vous montrer par où je passe, ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est quand même la sérénité lorsqu'on arrive sur le rempart, c'est formidable. Regardez cette baie qui est dégagée. On a laissé tout le monde derrière. Et vous voyez, ce qui est rassurant, c'est de voir ce parking toujours aussi complet. Ça fait plaisir à un commerçant. Ah, évidemment, évidemment. Et c'est ici que l'on trouve les plus grosses boutiques. Derrière ces murs historiques, le Mont abrite désormais des supérettes de luxe. Ici, la clientèle est acquise d'avance. Donc ce qui vend le mieux, c'est ça alors? Voilà, ouais, les boules de neige avec le Mont Saint-Michel, où on voit l'abbaye en hauteur. Et c'est représenté soit avec de la neige, soit avec des petites particules qui brillent. C'est super ça. Vous avez des figurines aussi du Seigneur des Anneaux? Avec les Golas ici.
les gens, Seigneur des Anneaux, quand ils voyaient le Mont-Saint-Michel, ça y fait penser. Mais la dernière mode se trouve dans cette vitrine. Tout le village du Mont-Saint-Michel en miniature. Ça, par exemple, ça va être la poste du Mont. Dans ce bazar, il y en a pour tous les goûts et les bondieuseries sont désormais remplacées par des bijoux typiques du Mont-Saint-Michel, des porcelaines également, de la broderie et bien d'autres surprises. Éric Gaulois n'est pas seulement commerçant, c'est aussi le maire du Mont-Saint-Michel. Donc là, vous nous entraînez vers les derniers mètres carrés disponibles où il n'y a pas encore de boutique. Non, ce sont les locaux de réception de la mairie. Bon, donc ça, c'est les derniers mètres carrés disponibles au Mont-Saint-Michel. Oui, pour faire des boutiques encore, c'est formidable. Non. Vous savez, tout n'est pas forcément consacré au commerce, quoi qu'en pensent certaines personnes. Je vais enlever mes clés parce que je voudrais pas que les gens s'emparent des clés de la mairie. Pour l'instant, c'est moi. Vous êtes content d'être maire? C'est merveilleux d'être maire au Mont-Saint-Michel. C'est presque un poste de ministre. Alors vous voyez, dans cette longue liste, j'ai mon nom qui est ici et j'espère aller jusque-là. Et quel est le nom juste avant vous? Monsieur Éric Vanier, mon prédécesseur, qui a beaucoup œuvré pour le Mont-Saint-Michel également. Oui, mais alors, par contre, on m'a dit qu'avec Patrick Gaulois et Éric Vanier, c'était le combat des chefs. Comme dans Astérix. Mais bien sûr, il y a toujours un petit combat, mais bon, on a toujours un petit goût d'amertume lorsque on est un peu viré de son piédestal, quoi. Celui qui est tombé du piédestal, c'est lui, Éric Vanier, maire pendant 18 ans. C'est aussi le plus gros commerçant du Mont-Saint-Michel. Propriétaire de 5 établissements, des restaurants, hôtels et musées historiques, il paye aujourd'hui la plus grosse taxe professionnelle du Mont-Saint-Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va, ça va, vous faites un petit tour? Hein? L'hôtel La Croix-Blanche, c'est aussi un établissement à vous de ce côté-ci? Non, ça c'est aussi un établissement du maire. Ah bon? Voilà. En fait, c'est un coup sur deux, quoi. Non, parce que tout ce que vous voyez à gauche, vous ne vous y intéressez pas, mais ça n'est ni à l'un ni à l'autre. Ce sont des indépendants. Mais Éric Vanier est surtout le propriétaire d'un établissement connu dans le monde entier, la Mère Poulard. Ce restaurant doit sa réputation à sa célèbre omelette. Merci. C'est une omelette parfaite. 47, on réclame une larme pomme de terre, une deux saumon. 46, on réclame une deux saumon, une marmite de poisson, marmite en cuisson. Derrière les fourneaux, le remplaçant de la Mère Poulard, c'est le grand chef Michel Bruno. Il a tout abandonné, son restaurant et même ses 2 étoiles Michelin pour se mettre au service d'une simple omelette. Quand vous voyez ça, vous pouvez pas dire je suis au service de l'omelette. Vous pouvez être qu'amoureux de cette omelette. Moi, quand je vois le produit arriver, un poulet de ferme, un poisson, je regarde et je dis qu'est-ce que c'est beau, j'ai envie de cuisiner. Mais ça, j'ai pas envie de toucher. Qu'est-ce que vous voulez? C'est merveilleux, ça. Regardez, faire ça, c'est... Là, il n'y a pas de secret, il y a un don du ciel pour réussir ça. Un don du ciel et surtout une recette restée secrète jusqu'à ce jour. Seuls quelques initiés se transmettent la formule. Pourquoi est-ce que cette omelette fascine tellement? C'est la recette. Et comment vous avez appris cette recette? Je l'ai appris avec mon père, puis il avait appris avec mon grand-père. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne peux pas vous dire, c'est un secret. C'est la cuisson qui fait tout? Beaucoup. C'est pas vrai, le battage est très important aussi. Pourquoi? Parce que c'est quand il faut très bien battre l'omelette. Plus elle est montée, plus elle est facile à cuire. Donc c'est un rôle très important. Vous savez la faire vous-même? J'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Non. Je vous crois pas. Si. L'omelette se cuit en 3 temps. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Vous regardez. Et après? Après, il y a un temps de pause, on la remet en cuisson, il y a un temps de pause. Et avec les flammes, on flambe le dessus de l'omelette, ce qui donne le petit goût fumé à l'omelette. La fabrication de cette omelette est un spectacle permanent pour les touristes.
Et à chaque cuisson, le miracle se produit. L'omelette onctueuse atteint des proportions étonnantes. On nous a indiqué que le véritable secret se trouve à l'abri des regards indiscrets dans ce cagibi. De côté. Un secret de cuisinière décidément bien gardé. Pourtant, il n'y a que des œufs et du beurre légèrement salé. En haute saison, à la Mère Poulard, il s'en consomme 150 par jour. Omelette nature ou agrémentée. Sa dégustation, qui émerveille toujours autant les papilles des touristes, a un prix qui varie de 15 à 35 €. À chaque fois, c'est un régal pour nous. Pourquoi? C'est la légèreté d'omelette, les assortiments qui sont proposés avec, c'est-à-dire soit les fruits de mer, soit le foie gras qui est d'une très grande qualité, et puis la légèreté surtout. Ça doit être un secret, ça. Ma famille le garde bien caché, quand même. Pas encore. Allez-y, vous allez la découvrir en direct. En direct. Et monsieur qui est corse va bientôt proposer des omelettes de la Mère Poulard au brooch. Alors de la Mère Poulard et de ce grand chef Michel Bruno, qui est vraiment la vedette? Ça veut dire que Michel Bruno est un homme fidèle qui depuis 35 ans a la même femme et qu'il a une maîtresse maintenant, une maîtresse qui s'appelle Annette Poulard, qui est plus là, mais qui est dans le fond de mon cœur et à qui je voue toute ma cuisine. Alors, il y a des moments où je suis avec ma femme, et le plus possible, mais il y a des moments où je me donne totalement à ma maîtresse. C'est l'omelette, c'est la Mère Poulard, c'est cette institution. Qu'est-ce que Michel Bruno vient faire au Mont-Saint-Michel? Vous êtes venu vous enterrer dans un mausolée à touristes. Effectivement, j'aurai mon restaurant comme j'avais avant, pour 30 personnes, l'élite, à très cher, où je prends ce que je veux quand je veux, et je dis je suis le meilleur, je suis le plus beau de la Normandie, et puis je me fais plaisir et je fais payer très cher. Mais c'est pas le cas. Moi, je veux que le monde entier soit fier de venir au Mont-Saint-Michel et qu'ils se disent non seulement on a visité un lieu exceptionnel, mais on a mangé une cuisine et un plat exceptionnel, l'omelette, plus autre chose. Le monde entier a défilé dans ce restaurant. Depuis un siècle, cette omelette fait parler d'elle et a toujours attiré des célébrités, comme ici en 1964, avec la visite du prince Albert et de la jeune et charmante princesse Paola de Belgique. À l'époque, il est d'usage d'assister devant la cheminée à la fabrication de la mystérieuse et surprenante omelette, et déjà de tenter d'en percer le secret. Tous les aristocrates, politiciens et artistes ont goûté cette fameuse spécialité. Ils auront contribué par leur passage à créer un mythe, celui de la Mère Poulard. Éric Vanier, le nouveau propriétaire, a d'ailleurs exposé le livre d'or d'Annette sur les murs. La Mère Poulard qui n'a jamais voyagé, quitté ses fourneaux, mais qui aimait le monde entier. Et donc elle a voyagé à travers les autographes ou les souvenirs que lui laissaient ses clients. Alors bien sûr des célèbres, mais des anonymes. C'était un peu sa façon à elle de voyager. Alors il y a des dessins, des peintures, des photos bien sûr, des autographes, des petits mots sympathiques. Voilà, il y en a 3500. Alors ici, on était donc dans le piano-bar de la Mère Poulard. Et, ici, c'est la petite boutique de la Mère Poulard. La Mère Poulard n'est plus seulement une omelette. Elle se décline désormais, entre autres, en biscuits, calvados, ustensiles de cuisine et même en t-shirt. Au niveau du Mont-Saint-Michel, c'est beaucoup de marge. Donc ce qui prime, c'est n'importe quelle personne. Pendant ce temps, la formation de nos jeunes pompiers volontaires continue. Ils découvrent pour la première fois le Mont-Saint-Michel. Ici, la sécurité est particulière. Le moindre début d'incendie peut se propager très rapidement sur toute la rue commerçante et détruire des trésors d'architecture. Avant d'évoluer, moi je vais juste, avant de vous quitter un petit peu là, momentanément, regardez la ruelle. Les établissements sont en vis-à-vis, risque de propagation énorme. Et là, ça bip. Vous y allez ? Le bip, une bonne entrée en matière pour nos jeunes pompiers. Incendie, malaise cardiaque, chute ou accident, ils n'auront pas le temps de découvrir les lieux. Ils vont effectuer leur première intervention. Oui, à quel niveau ? Le magasin Le Dauphin, vous avez des précisions? L'appel provient d'une boutique située à une centaine de mètres de là, au bout de la rue principale. Mais impossible d'emprunter la rue commerçante. L'astuce consiste à emprunter un circuit rarement fréquenté par les touristes. Au niveau du Mont-Saint-Michel, c'est beaucoup de marge. Donc ce qui prime, c'est d'arriver en sauveteur qui puisse intervenir. C'est pas arriver complètement HS. Oui. Vous avez mal, d'accord. D'accord. Est-ce que lors de la chute, vous avez entendu un craquement? Oui.
derrière de la cheville. Ok, on va regarder ça. Dans son ascension du Mont Saint-Michel, cette touriste italienne n'a pas mesuré la fatigue. Allô? Elle a tout simplement chuté dans les escaliers. Allô? Ok. Alors là, vous ne bougez pas. Voilà. Il faudrait la redescendre un petit peu, voilà. Allongez-vous. Cette fois, les pompiers doivent rapidement rejoindre l'entrée du mont pour évacuer la victime. Attention! Attention! Mais pour redescendre, pas question de prendre les escaliers avec un brancard. Il va falloir se frayer un chemin dans la foule. La victime est évacuée vers l'hôpital d'Avranches à 30 km de là. Chaque été, les pompiers font une centaine d'interventions de ce type au Mont Saint-Michel. Aujourd'hui, 2500 touristes par heure franchissent l'entrée principale du mont, la Porte du Roi. S'il est un personnage que l'on croise rarement dans ce circuit des touristes, c'est Nicolas Simonet. L'abbaye du Mont Saint-Michel appartient à l'État. Nicolas Simonet en est l'administrateur et grand patron. Vous passez pas par l'entrée principale, monsieur Simonet? Non, c'est plus rapide par là. Ah bon? Et il y a un petit peu moins de foule. Il y a des passages secrets au Mont Saint-Michel? Non, c'est pas secret du tout. Tout le monde passe par ici alors? Les Montois, oui. D'accord. Nicolas Simonet travaille toute la semaine sur le mont, mais il ne peut s'empêcher de venir travailler également le week-end. Pour atteindre l'abbaye, il emprunte l'escalier des Montois. On s'imagine toujours que les jours de foule, le Mont Saint-Michel est un endroit absolument épouvantable. En fait, il y a des endroits où il n'y a personne, et même à certaines heures, très vite en milieu d'après-midi, il n'y a plus personne. En plein mois d'août, à 6 h le soir, le mont est vide. Et qu'est-ce que vous venez faire? Vous êtes là toute l'année? Ça doit être un phénomène addictif. C'est comme ça que disent les médecins. Vous êtes drogué? Oui. Non, c'est vrai? Au Mont Saint-Michel. Uniquement au Mont Saint-Michel. Il y a pas mal de gens qui le sont. Nicolas Simonet a dédié sa vie au Mont Saint-Michel. Moi, c'est l'endroit où je me suis installé au départ avec ma femme. C'est l'endroit où j'ai passé 3 ans de voyage de noces. Sur le Mont Saint-Michel? Sur le Mont Saint-Michel même. Non. Si. Et c'était un choix personnel? À l'âge où d'autres se faisaient pion ou maître auxiliaire dans le temps, moi j'ai choisi de me faire gardien des monuments historiques pour enseigner la pensée de Georges Duby sur les 3 ordres au plus large public. Et donc je me suis fait gardien des monuments historiques pendant 3 ans ici. Et vous avez vécu sur le mont? J'ai vécu sur le mont pendant ces 3 années-là. Dès que Nicolas Simonet approche de l'abbaye, son discours se fait de plus en plus lyrique. Une montée étroite vers la lumière. Cette partie du mont est la plus mystérieuse. Au XIe siècle, les moines voient que le chapitre 12 de l'Apocalypse est parfaitement racontable ici. Et ce chapitre se termine par « Et le dragon se posta sur le sable de la mer ». Et au même moment, ils construisent la grande église en haut. C'est-à-dire qu'ils construisent un système dans lequel la baie, c'est la mort, la baie, c'est la disparition dans les sables mouvants, dans la marée, etc. C'est l'incréé, c'est le domaine du démon. Et puis eux, en haut, ils sont dans l'union avec Dieu, qui est l'union de la création et du Créateur, de la Jérusalem céleste et de l'agneau. T'as vu le luminotron? Il est arrivé. Je me suis engueulé avec eux en bas, ils sont repartis, mais je pense qu'ils vont revenir. Le luminotron est en place. Aujourd'hui, Nicolas Simonet met une dernière main à son nouveau projet. La visite nocturne de l'abbaye. Et rien n'est prêt. Je me sens un peu sous pression, monsieur Simonet. Oui, les équipes de faire les installations la semaine dernière commencent à les faire maintenant. Allez-y. Ah oui, c'est pas rigolo. Hein. Pour lui, l'enjeu est important. Il compte sur cet événement pour marquer le mont de son empreinte et faire bonne figure auprès des responsables des monuments historiques. On va mettre là une machine un peu curieuse qui s'appelle le luminotron et qui est en fait une lanterne magique qui va faire des projections sur la grande roue pour les installations de l'été. Continuez par là, montez l'escalier, traversez une pièce, descendez à gauche dans une autre pièce et c'est là qu'est la sortie.
C'est difficile, Nicolas Simonet, de travailler ici en même temps que les touristes qui défilent. C'est quasi impossible. Il y a une grosse partie qui se fait la nuit, justement, dans le montage. On essaye de travailler hors présence du public. C'est pas toujours facile. J'ai l'impression que tout est compliqué ici. Ouais. Vous avez vu tout là-haut ce qu'il y a? Tout là-haut, il y a l'archange. Et vous avez vu ce qu'il y a sous le pied de l'archange? Le diable est dans les détails. Et il est là-haut sous le pied de l'archange. Et dès qu'on est sous le pied de l'archange, ici, c'est le domaine du démon. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un jeu entre le diable et l'archange ici tous les jours? Tous les jours. Non. On est dans un endroit où l'idéal est extraordinaire, où c'est la beauté à l'état pur, la culture à l'état pur. C'est un lieu merveilleux. Et puis dans le fonctionnement de détail et du quotidien, c'est absolument épouvantable. Le Mont, c'est l'endroit où je connais le plus grand fossé entre l'idéal et la réalité. Je voudrais remercier le maire du Mont-Saint-Michel pour son accueil de cette exposition. Ce soir, M. Simonet accueille les premiers visiteurs pour cette visite nocturne. Monum y a participé également, la commune y a participé. Le maire, Éric Gaulois, est présent, mais le personnage clé, c'est l'homme en rouge, Jean-Paul Siret, le directeur du développement des monuments de France. Son appréciation sera déterminante. Inauguration de ce soir, l'inauguration de l'exposition consacrée au rétablissement du caractère maritime. On commence par la salle des hôtes. Allez, vous prenez votre temps. Il est 20h, la visite nocturne peut commencer. Mais petit incident, le luminotron censé projeter des images sur la Grand Roue est gêné par la lumière du jour. Le projecteur n'est pas assez puissant. Je vois rien, moi. Pas grand-chose. Là, à l'angle du pilier, là, tu vois un homme, là. Un homme nu. Où ça? Heureusement, un peu plus loin, un simple appareil photo va surprendre les visiteurs, qui se retrouvent projetés sur le plafond d'une petite chapelle. Dans toute l'abbaye, d'ailleurs. C'est pas spécifique ici. C'est original, c'est très original. Puis ça permet à chaque visiteur de croire qu'il laisse une petite trace. Le représentant des monuments historiques s'amuse en voyant son portrait. Dans une autre salle, des fresques lumineuses se dessinent sur les murs. Le parcours nocturne de M. Simonet semble séduire les visiteurs, qui s'attardent même dans les jardins du cloître, sous la bienveillance de l'archange. Je trouve ça superbe. Simplement, si je l'avais vu avant de faire mon discours, j'aurais rajouté une chose, c'est que justement, c'est pas un spectacle, c'est ça qui est bien. C'est une autre façon de visiter le monument, à un autre moment de la journée, et je trouve ça formidable. Plusieurs fois, tu m'as demandé quel est le titre pour cet été, et j'ai rien dit, et j'ai mis inauguration du parcours nocturne. Mais c'est très volontaire. C'est pas un spectacle, c'est une visite, c'est un parcours, c'est une découverte du lieu. Oui, tout à fait. C'est un autre moment pour le visiter dans une autre lumière. Moi, je trouve ça très très bien. Formidable. Bravo. Monsieur Simonet avait vu juste. Son parcours nocturne est un succès. Il a attiré en un été plus de 50 000 visiteurs sur le Mont Saint-Michel. Nous sommes à Genêt, à 25 km du mont. Ce village constitue la base de départ la plus populaire de la région pour traverser la baie. Ce matin, des pèlerins s'y sont donné rendez-vous. Nous, on ne le fait pas tellement en tant que pèlerinage, on le fait entre copains. Pour participer comme ça, une petite balade, quoi. C'est sympa. Vous êtes des faux croyants, alors? À moitié. Ce matin, les pèlerins vont devoir parcourir 16 km aller-retour dans la baie. Pour des raisons de sécurité, le diocèse de Coutances qui organise ce pèlerinage fait appel à des professionnels. Au bout du village, une dizaine de guides des chemins de la baie répètent le scénario idéal pour une traversée sans encombre. Bertrand, loin devant. Alors, au niveau du parcours, les présalés sont détrempés. Ce matin, ils ont la responsabilité de mener 2000 pèlerins à bon port. À la pointe du banc de sable,
on va aller s'installer sur le pré-salé pour baliser les passages étroits, pour faire passer les gens, qu'ils évitent bien les criches. Sinon, ils vont tomber dans des criches qui sont profondes. C'est l'heure du départ. Pour éviter que des pèlerins s'enlisent dans ces fameuses criches, des trous d'eau remplis de sable, les guides ont mis au point la technique de la corde. Jean-Yves ici, il tient la corde à gauche. C'est la limite, Jean-Yves, on ne le dépasse pas, on reste derrière la corde. D'accord, c'est très important. Merci pour lui parce que c'est pas un rôle très facile. Dès les premiers mètres, les guides ont quelques difficultés à contenir 2000 pèlerins et leur faire maintenir le cap. C'est très vaseux, très glissant avec la pluie qu'on a vue, donc ça va être encore délicat à traverser. Il faudra faire attention, le passage est très étroit. D'instinct, les pèlerins foncent en ligne droite vers le mont Saint-Michel. Mais cette nuit, la pluie a modifié l'état du terrain. Les guides ont repéré le parcours à l'avance pour éviter les fameux sables mouvants. Il faut les faire revenir sur la... Allez. La corde permet de ralentir l'allure du groupe, de rectifier la trajectoire et d'éviter les pièges. Au bout d'1 kilomètre à peine, les pèlerins commencent à s'éparpiller. Il est alors impératif de resserrer les rangs. La traversée n'a rien d'une simple balade. Les pèlerins doivent parcourir plus de 8 km pour atteindre le mont Saint-Michel. Alors l'Église nous recommande de ne pas aller vers le mont Saint-Michel, mais de les suivre. Depuis une semaine, les pluies et les marées ont modifié le cours des rivières et formé de nouveaux sables mouvants. Les guides ne veulent prendre aucun risque. D'accord. Donc ça veut dire que nous, il faudra qu'on décale un peu plus à droite quand même que la pointe ouest. D'accord. Pour rassembler les brebis égarées, 3 haltes prières sont organisées pendant la traversée en l'honneur de Saint-Michel. Dans un petit manuscrit du XIIe siècle, on dit traverse les marais fangeux et viens sur le roc, viens retrouver Saint-Michel qui te conduira vers ton Dieu. Alors c'est important de traverser les marais fangeux et puis de traverser parce que ça fait partie de la vie, tout ce qu'il y a dans la vie. Il y a les joies, il y a les peines, il y a les difficultés, les échecs et puis il y a tout le reste. Et puis en fait, on va vers Saint-Michel qui nous aide et qui nous indique toujours de nous tourner vers Dieu. À marée basse, la traversée peut prendre des allures de promenade sur un petit bout de désert. Mais ici, la météo peut changer très vite. J'ai déjà fait une traversée dans laquelle on n'a marché qu'à la boussole, d'un bout à l'autre. On a eu une toute petite éclaircie qui nous a permis d'apercevoir Tomblaine, et puis après, c'était fini, c'était la boussole. En fin de compte, la meilleure assurance entre Dieu et une boussole dans le brouillard, c'est plutôt la boussole. Mais peut-être aussi que c'est Dieu qui a permis à l'homme d'inventer la boussole. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Aujourd'hui, la traversée du fleuve se fera sans incident. Les pèlerins sont parvenus sans encombre au pied de la tour nord des remparts du mont Saint-Michel. Pour les guides des chemins de la baie, le contrat est rempli. On est en train de traverser la dernière petite criche, mais ça se passe bien. C'est fini là? Ça y est? Pour ce matin, ouais. Après ce soir, on retourne aussi. Ah, quand même. Donc, ce soir, on ne remettra pas la corde parce qu'il y aura moins de monde. Il y en a qui font des retours en bus, etc. Mais ce soir, ça sera bien plus étiré parce que les premiers vont vouloir aller vite pour rentrer plus vite. Mais sinon, ça sera bien étiré. Mais là, ce matin, pour l'instant, ça a été très bien. Aucun souci, super. C'est une satisfaction pour toi d'avoir fait cette traversée? Ouais, très bien. C'est une petite réussite. Donc c'est bien. Le bain de pied est assuré par les pompiers. Mais les pèlerins ne sont pas au bout de leur peine. Leur procession doit se terminer au sommet du mont Saint-Michel, dans l'église de l'abbaye. L'évêque de Coutances, escorté par la communauté des frères de Jérusalem et des prêtres venus des 4 coins de France, emmène le cortège.
Au même instant, un peu plus bas dans la rue commerçante, les pompiers interviennent en urgence. Une femme vient de faire un malaise. Dans sa chute, elle s'est blessée à la jambe et sa nuque a heurté les pavés. Deuxième urgence, cette fois dans l'église de l'abbaye. Parmi des milliers de pèlerins venus assister à l'office, une autre femme a perdu connaissance dans l'une des nefs transversales. Une deuxième équipe en patrouille est déjà sur les lieux. Pour ne pas perturber le recueillement des croyants, l'intervention doit être discrète. Les secours s'effectuent sans perturber les pèlerins en communion. Il est 14 h, la plupart des pèlerins sont montés à l'office le ventre vide. Fatigue, émotion, chaleur, cette femme est tout simplement victime d'un léger malaise cardiaque. T'as bien fait attention à la petite sécurité là sur le crochet? Saint-Michel est un archange. Qu'est-ce que c'est qu'un archange? Il faut à gauche. Ce matin, chez la mère Poulard, c'est le branle-bas de combat. Le chef, Michel Bruno, a réuni toute son équipe. Juste un mot les gars, pour vous dire que dans quelques jours, on va avoir une cérémonie importante. 500 personnes, rien que ça, à servir à l'abbaye. Avec un menu qui doit être aussi bien, même peut-être mieux que celui qu'on sert ici. Alors c'est loin d'être évident, il va falloir que chacun donne vraiment le meilleur de soi-même. C'est un challenge qu'on a, il faut le réussir tous ensemble. Et je compte sur vous, on va bien s'organiser, on va penser aux moindres petits détails. On va tout aller voir dans le tout petit truc qu'on peut oublier, parce qu'il ne faut rien oublier là-haut. Hein. C'est pas notre petit restaurant de la mère Poulard, c'est l'abbaye. C'est peut-être en plus une des dernières fois qu'on fait un repas là-haut, il faut qu'on le réussisse. Ok? Je compte sur vous, je sais que je peux compter sur vous. Je ne veux pas vous mettre la pression inutilement, mais c'est comme un match. C'est la Coupe d'Europe qu'on va jouer là. C'est la finale de la Coupe d'Europe. C'est pas le championnat départemental ou le championnat de France. Alors je sais que j'ai la meilleure équipe, je sais que j'ai les meilleurs joueurs. Je compte sur vous. Ok? Bon courage. 500 repas en haut du Mont Saint-Michel. Un défi. Et vous allez comprendre pourquoi. T'as bien fait attention à la petite sécurité là sur le crochet? C'est parti. Joris Le Breton, le directeur de la mère Poulard, et son équipe disposent d'un simple treuil pour installer le plus grand restaurant de France à plus de 70 mètres de haut. Et il faut tout monter. Tables et tréteaux, de la plus petite cuillère jusqu'au fourneau. Attention de ne rien oublier et de ne rien casser. Une opération qui va durer 2 jours. Le repas doit avoir lieu dans les plus grandes salles de l'abbaye, les plus prestigieuses. On va aller jeter un petit coup d'œil, je vais vous montrer où est-ce qu'on met ça. Donc en fait après, on transporte tout d'ici, de la terrasse de l'Ouest, à la main, jusque dans les salles. Ça fait encore quelques... Ça fait quelques marches à descendre, mais là on va y aller gentiment parce qu'il y a des visites, on rentre dans l'abbaye du Mont Saint-Michel. Les petites clés du Mont Saint-Michel. C'est un privilège d'avoir des clés là. Ah là, c'est oui. Ouais. C'est les grandes clés, c'est chasse au trésor. Par contre, ce qui est important, c'est de refermer chaque porte derrière soi pour éviter justement que les touristes ratent le circuit de visite, parce qu'il y a un circuit qui est très précis, donc il ne faut absolument pas qu'ils ratent une salle. Comment on fait pour avoir les clés des coulisses du Mont Saint-Michel comme ça? Ah ben moi j'ai pas de trousseau qui m'est personnel, donc je demande en fait, quand j'ai une opération comme ça, je vais voir l'administration, je leur demande un jeu de clés pour pouvoir circuler dans l'abbaye. Maintenant il faut connaître parfaitement aussi les lieux. Là on est dans le cloître, le promenoir des moines. Le cloître, au cœur du monastère gothique, suspendu à 77 mètres au-dessus des eaux. Ces doubles arcades avaient pour fonction de briser les angles droits et d'offrir aux moines un lieu d'apaisement et de méditation.
C'est la routine ou ça fait toujours quelque chose d'arriver? Non, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Là, on est dans le réfectoire, l'ancien réfectoire des moines qui a une particularité au niveau de l'éclairage. On a plein de petites fenêtres qu'on découvre en fait en avançant. Là, on voit, on a l'impression qu'il n'y a pas de fenêtre et au fur et à mesure qu'on avance, dans chaque petite alcôve, on a une fenêtre. C'était vraiment extraordinaire en termes d'architecture, c'était vraiment pensé. Puis on a une acoustique, ça résonne, c'est sympathique. Allez, on continue. Donc là, on arrive en fait, il y a des visites guidées, on arrive dans la salle des hôtes. Donc c'est une des deux salles qui va être utilisée. Voilà. Donc ici, en fait, on va monter toute la salle de restauration pour une partie du banquet. On va avoir 2, 3, 4 grandes rangées comme ça, de 25 mètres de long, ici. Et toute la partie cuisine qui va se situer en fait dans les cheminées, dans les grandes cheminées. Le challenge, c'est d'accueillir tous ces convives dans l'abbaye et de faire en sorte qu'ils soient d'abord épatés quand ils vont arriver, parce que c'est quand même impressionnant de voir la salle des hôtes et la salle des chevaliers entièrement dressées avec des grandes tables de banquet, et puis de leur apporter une restauration de très grande qualité et qu'ils ressortent, il faut qu'ils soient ébahis. Le temps presse. Michel Bruno est un peu inquiet. Ce matin, il a un rendez-vous. Et le but de ce déplacement, c'est d'aller voir un éleveur, François Serbonnet, qui est un homme exceptionnel pour moi, et d'aller voir un peu comment vont ces agneaux, comment vont se présaler, et si tout va être prêt pour ce repas de 500 couverts qui, c'est vrai, m'empêche de temps en temps un peu de dormir. Alors, pour se rassurer, le chef cuisinier qui a prévu dans son menu de l'agneau présalé veut juger sur pied de la qualité du cheptel. Hippo, chipi, écarte à droite. Ce sont les chiens qui vont rabattre le troupeau. 400 brebis et agneaux qui pèsent tranquillement dans la baie au milieu de 280 hectares de pâturage maritime. C'est les agneaux qui vont avoir combien? 3 mois environ? Des agneaux de 4 mois. 4 mois. Ouais, d'accord. 4 mois, c'est bien. Ah oui, c'est ce qu'il faut pour que l'agneau profite vraiment de l'herbu. Il faut qu'ils aient 4 mois, c'est-à-dire 2 mois vraiment de pâturage. Parce qu'avant 2 mois, ils ne pâturent pas beaucoup, ils sont plus au lait de la mer. Ouais. Donc pour faire un vrai présalé, il faut au moins 2 mois de pâturage de plantes maritimes. Ces plantes maritimes, c'est ce que l'on appelle l'herbu. Un pâturage composé de plus de 80 variétés d'herbes différentes, comme ici la salicorne. Ces plantes que les moutons consomment et qui donnent un goût si particulier à leur viande. Ça, c'est quelque chose que je voudrais découvrir, ça, parce qu'il y a quelque chose à faire en cuisine. Ces herbes inspirent même Michel Bruno, toujours à l'affût d'une nouvelle recette. Le long des criches, si on a de la blette maritime, je sais pas, elle doit se manger à mon avis. C'est marrant, c'est cet équilibre, c'est pas trop salé. Ça y est un peu, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. L'éleveur est un ancien cuisinier. Michel Bruno en profite pour vérifier que ses choix culinaires sont les bons. Alors si tu avais des conseils à me donner pour cuisiner encore mieux ce mouton, cet agneau. Ah ouais, le plus naturellement possible encore. Ouais, je crois qu'il faut éviter les herbes de Provence, l'ail, non, c'est tout pas la ce peine. qu'on a besoin de mettre quand le produit n'est pas de qualité. Il a une noix de beurre de Bissel et puis une goutte d'huile d'olive si on veut et encore. Voilà. Bon, Michel, vous êtes rassuré pour les 500 couverts? Il faut à gauche. Il y a de quoi faire. La qualité du cheptel sera à la hauteur du repas. Allez, écarte à gauche. Allez, viens à gauche. Seule une dizaine de personnes habitent toute l'année sur le Mont Saint-Michel. François Saint-James en fait partie. Il y a une quinzaine d'années, après des études d'histoire de l'art, il abandonne Caen, sa ville natale, pour se retirer du monde. Depuis, il vit au Mont Saint-Michel avec lequel il partage une véritable passion. En été, ses journées commencent toujours de la même façon. Il va pas y avoir beaucoup de touristes aujourd'hui, François? Oh, il y en aura toujours assez. Et puis alors, il y a un proverbe ici qui dit « Pluie du matin n'arrête pas le pèlerin ». Bonjour. Et il pleut souvent comme ça, au mois de juillet? Il y a des étés pourris, mais en fait, ça nettoie la rue. C'est bon pour les jardins.
Le matin, c'est un moment agréable parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Et puis alors, on a l'occasion de saluer tout le monde, de faire des rencontres. Et je vois là derrière vous le père François qui descend. François, bonjour. Ça va? Oui, oui. Bonjour. Bonne journée. François, il était cistercien à l'origine. Et il est arrivé au Mont avec Bruno de Senneville quand la communauté s'est créée il y a une trentaine d'années. Et il est resté au Mont. Et vous allez où à cette heure-ci? Alors quel est votre programme? Alors, je vais prendre le petit déjeuner. Et puis, après le petit... à l'abbaye pour le petit déjeuner? Non, je prends le petit déjeuner chez Madame Lebrec. Voilà. Je suis pensionnaire chez Madame Lebrec. Une pension complète. Je prends mes repas avec elle. Et qui est Madame Lebrec? Alors, Madame Lebrec, c'est la dame du Mont, comme on l'appelle ici. Elle habite cette extraordinaire maison. Et elle a la gentillesse de m'accueillir pour les repas. François, vous êtes un privilégié quand même. Oui, je crois. Hein. Oui, il y a des gens plus malheureux que moi, c'est certain. Madame Lebrec, surnommée affectueusement Maminette, vit 6 mois de l'année en haut de la Grand-Rue, la dernière maison du Mont ayant résisté à la tentation du commerce. Maminette, bonjour. Avez-vous bien dormi? Non, très mal. Oh mince. À 93 ans, Maminette est la doyenne du Mont. Centaine de personnes? Christiane était venue avec Henri. Oui. Madame Lebrec, François fait partie de votre famille. C'est un membre de votre famille? Non, mais c'est l'amitié qui est fois meilleure que la famille. Et comment est née cette amitié? Eh bien, écoutez, François est très gentil parce que il prend soin de moi. Je suis vieille quand même et il vient voir tous les matins si je suis pas morte dans la nuit. J'y pense jamais, je vous assure. Écoutez, je suis sûre, ma petite voisine, elle se dit quand elle me voit pas, elle se dit qu'est-ce qui est arrivé? Après son petit déjeuner, François Saint-James se rend toujours à l'abbaye. C'est lui qui fait visiter chaque jour cette merveille aux touristes du monde entier. Il est le guide conférencier le plus célèbre du Mont Saint-Michel. Je monte 1000 à 1500 marches par jour. Mais pour moi qui n'étais pas sportif, c'était pas évident. Mais bon, c'est une bonne chose. Puis c'est symbolique. Alors les personnes ayant pris des billets pour la conférence des monuments historiques. Malgré la pluie, les touristes sont au rendez-vous et comme d'habitude, la visite commence par l'église et une petite interrogation surprise. La première chose que je fais, c'est commencer par une leçon de catéchisme. En avez-vous besoin? Oui. Beaucoup parmi les visiteurs ignorent qui est Saint-Michel. Et pour faire simple, ils croient qu'au sommet de la flèche brille un coq, une cigogne, l'ange Mickey pour les plus jeunes. Saint-Michel est un archange. Qu'est-ce que c'est qu'un archange? C'est un envoyé du Seigneur. Le chef des anges, Saint Jean, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, dans une vision grandiose, Saint Jean décrit le combat qu'à la tête de ses armées, l'archange livre à la bête. Et la bête, c'est qui? Le diable, Satan. Donc Saint-Michel combat Satan. Mais l'archange a une autre fonction, beaucoup plus importante. Et c'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que vous avez payé un supplément. Saint-Michel est un archange, psychopompe et psychostase. Des questions peut-être? Alors, Il est midi, au milieu de centaines de touristes, un frère de la communauté de Jérusalem vient sonner le tocsin pour annoncer le début de l'office. Vous pouvez reculer, s'il vous plaît. Merci. C'est aussi le signal qui invite les guides et les touristes à quitter l'église. La messe va bientôt commencer. François en profite pour faire découvrir aux touristes les mystères du Mont. Ils ont payé 8 € pour l'entrée de l'abbaye et 4 € supplémentaires pour une visite exceptionnelle. Un parcours initiatique pour remonter le temps et revenir aux origines du Mont
en l'an 970. Entrez. Les visiteurs vont pénétrer dans une église carolingienne, Notre-Dame sous terre. C'est ici que le Mont Saint-Michel est né. Cette église, construite il y a plus de 1000 ans, on peut penser qu'elle doit dater des années 970. Tout est hypothèse, mais c'est probable. Cette église, elle avait des fenêtres, je vous l'ai dit, au nord, au sud, à l'ouest, mais pas à l'est. Parce qu'elle avait été construite contre la pente du rocher. Et donc, en 1961, eh bien, on a tout simplement voulu voir ce qu'il y avait derrière. Et derrière l'autel, dans le mur du Xe siècle, eh bien, on a tout simplement percé cette ouverture. Et on a découvert un autre mur. Ces blocs énormes, à peine taillés, ces blocs pris sur le rocher, c'est du granit du mont, ces blocs ont été posés par la main de l'homme. Il y a du mortier et c'est le reste d'une construction. Une construction grossière, d'accord, mais une construction qui a précédé l'église dans laquelle nous sommes. Alors évidemment, la tentation est grande de voir dans ces pierres les premières pierres posées contre le rocher par l'évêque Aubert, et peut-être les premières pierres contre lesquelles Aubert a dit la messe. Cachées pendant plus de 1000 ans, ces pierres sont probablement les premières pierres du mur. Alors, la porte est fermée, nous sommes seuls. Je vais exceptionnellement vous inviter à faire ce que les pèlerins du Moyen-Âge rêvaient de faire, toucher les reliques. C'est pas possible, elles étaient là-haut. Elles sont là, devant nous, à portée de main. Vous allez contourner l'autel. Vous allez un instant toucher ces pierres. Mais attention, la légende raconte qu'un pèlerin italien, il y a 1000 ans, a eu le malheur d'emporter un tout petit caillou. Et quand il est rentré chez lui, il est tombé paralysé. Si vous allez toucher ces pierres, n'emportez rien. Je n'oblige personne, mais ça ne peut pas faire de mal, et c'est gratuit. Ce qui au mont tient déjà du miracle. Des volontaires pour aller toucher ces reliques? Vous travaillez pour l'Église, là, vous êtes en train d'essayer de... Je travaille pour l'Archange. Il y a déjà les moines qui travaillent ici pour l'Église. Moi, je travaille pour les monuments historiques et l'Archange. Mais je vous sens des fois plus missionnaire que guide. Non, mais enfin, je crois qu'il faut croire à ce que l'on présente. Je veux dire, moi, je ne cache pas que je suis croyant et que je crois aux anges. Sinon, ce serait qu'un tas de cailloux. Donc, c'est important, je pense, d'être honnête et avec humour, mais de le faire comprendre aux visiteurs. Si j'y crois pas, est-ce que je peux en parler? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas. Cachot, spectacle, périscope, moins de 10 ans, c'est gratuit, accompagné là, monsieur. Au même instant, quelques dizaines de mètres plus bas, d'autres touristes découvrent un autre aspect de l'histoire du Mont Saint-Michel. Cette fois, nous sommes dans un décor de carton-pâte. L'histoire a commencé bien avant l'an 1000. Une nuit d'octobre 708, Aubert, évêque d'Avranches, dormait. Il eut un songe. Je suis le souffle de Dieu, Michel, archange de lumière. Entends-moi, Aubert, sur cette pyramide de granit. Tu vas édifier en mon nom le sanctuaire d'où mes ailes d'or embrasseront toute la chrétienté. Voilà, par ici pour les cachots. Les cachots, car au XVe siècle, le Mont Saint-Michel était aussi une prison. Le petit balancement, ça fait quoi? Voilà, c'est plus impressionnant pour les gens de voir la cage qui bouge en arrivant. Voilà, donc ici vous avez la reconstitution des cachots. Je dis reconstitution, en effet, les véritables sont là-haut, dans les sous-sols de l'abbaye. L'administration ne les faisant pas voir, ils ont été ici reconstitués dans les volumes. Le début donc, de ces prisons en 1472, c'est Louis XI. Et Louis XI, il est célèbre, entre autres, pour sa fameuse cage de fer. Pour un adulte, à l'intérieur, on ne pouvait ni se mettre debout, mais surtout ni s'allonger. Ça avait d'ailleurs pour but de rendre les gens fous. Croyez-moi, ça réussissait très souvent, très vite.
Dans un des cachots du XVIIIe siècle, là vous avez bien sûr remarqué un prisonnier allongé. Il s'agit là de Victor de la Cassagne, qui fut condamné à mourir de faim pour avoir tout simplement critiqué le gouvernement du roi Louis XV. Finalement, il a déchiré ses vêtements, il les a avalés et il est mort de faim. Parmi les plus célèbres à être passés au XIXe siècle, on a retenu Armand Barbès, qui restera 15 ans, du nom des célèbres galeries, qui s'était insurgé contre le régime en place. Pour ma part, c'est ici que mes commentaires vont se terminer, en espérant vous avoir quand même quelque peu intéressé. Je demanderai pour finir, veuillez m'en excuser, la petite formule habituelle de ne pas oublier votre guide. Travaillant ici comme saisonnier dans un musée privé, votre participation restera mon seul et unique salaire. Croyez-le bien, si ce n'était pas le cas, je ne me permettrai pas de vous le demander aussi fort, aussi ouvertement. Je vous en remercie à l'avance. La visite du musée n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Un musée qui n'a d'historique que le discours du guide. On reste un musée privé à notre petite échelle, on n'a pas la prétention des monuments historiques. Donc forcément. Pour votre discours, quelqu'un vous a aidé François Saint-James par exemple? Tout à fait, le Belphégor de l'abbaye. C'est notre source d'inspiration. Ouais, sitôt qu'on a un problème ou on pose des questions, François est toujours là pour nous répondre. Fin de la visite, après un passage rapide devant quelques mannequins de cire et un passage obligé dans une supérette. La réaction des touristes est plutôt mitigée. C'est bien, mais c'est mensonger, quoi. On visite pas les cachots, c'est pas vrai. Même si le guide, il était sympa et tout. Bon, puis en plus, je veux dire, la petite note finale du guide qui a que ce qu'on lui donne, les petits pourboires à la fin pour... Certes, je compatis, mais je trouve que pour les gens qui ont payé pour... ça fait encore un peu beaucoup, quoi. Une famille avec 2 enfants dépense en moyenne 150 € pour une journée souvenir compris. Et seuls 30% des touristes monteront à l'abbaye. On a fait tout l'archéoscope, on a fait tous les musées, quoi, du Mont-Saint-Michel. On est venu spécialement pour ça, quoi. Et au-dessus de vous, vous êtes allé visiter? Non, on espère continuer encore un petit peu. Vous allez y arriver? Je sais pas. On va redescendre tranquillement, on va peut-être aller manger une omelette, pourquoi pas. Elle a l'air bien bonne, l'omelette de la mère Poulard. Oui, moi j'aime bien les omelettes. Votre mari fanfaronne, il vient de nous dire à 2 secondes qu'il montait à l'abbaye, mais vous m'expliquez. Ah oui, mais moi j'ai pas besoin, j'ai rien à me faire pardonner, donc par conséquent... venir regarder en escale comme ça. Là, j'ai un groupe à Tomblaine, j'en ai un autre ouest Tomblaine, j'en ai plusieurs qui sont en train de traverser. À l'heure où les touristes commencent à déserter le mont, Madame Lebrec se rend au Vêpres. Malgré ses 93 ans, elle monte toujours les 470 marches qui mènent à l'église. Maminette a ses habitudes. Cela fait plus d'un demi-siècle qu'elle vient s'installer toujours à la même place, dans le transept, à droite du chœur de l'église. Il se passe toujours quelque chose pour les vêpres, parce que c'est une prière, donc il y a toujours le miracle de l'effet de la prière. Ah, vous pensez que ça va vous apporter quelque chose de réconfortant? Sûr. Oui. D'abord, les gens sont obligés de regarder en arrière d'eux-mêmes pendant la prière. Il faut un examen de conscience, au fond. L'examen de conscience, c'est pas mal, parce que ça permet après de se ressaisir si on a fait des choses pas bien. Et vous regardez plus souvent derrière ou devant? Moi, je regarde toujours devant. On est plus croyant avec l'âge au Mont-Saint-Michel? Oh, c'est pareil. Pareil? Oui. Puis on sait qu'on repartira bientôt, et que comme on est plus haut, on y mettra moins de temps. Mais depuis l'arrivée très récente de la communauté de Jérusalem, certaines pratiques ont changé. Il n'y a personne sur le côté, normalement. De ce côté-là, il n'y a personne? Ni de ce côté, ni de ce côté. Pendant les vêpres et les jaudes, on ferme. On ferme là? Oui. Ah bon? Voilà. C'est dommage, parce que c'est toujours là que je me mets. Oui, mais j'imagine bien. Mais après, ça dépend si c'est des touristes. Enfin, voilà, on ne peut pas faire de cas particuliers. Mais oui, mais ils ne voient pas. Oui, mais on est très gênés par les touristes, sinon. Et comme on ne peut pas faire de particuliers, de cas particuliers, voilà. Bah, écoutez, moi, j'ouvrirai la porte. Parce que j'ai l'habitude d'être là.
Je veux pas aller à un endroit où il n'y ait pas de dossier. Vous comprenez, là, on a un dossier. Mais je vais être en prière. Vous voulez que je me mette un voile pour être comme une bonne sœur? C'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est qu'après, on fait pas de généralité. On fait des généralités. Bon, je m'en vais. Madame Lebrec est furieuse. Elle s'apprête à partir. Finalement, elle décide de s'installer parmi les touristes, à contre-cœur. Nous avons tenté de négocier avec la sœur. Dites-lui que je ne viendrai plus. Même si sa nouvelle place est confortable, Maminette n'apprécie pas cet endroit de l'église pour une raison bien précise. Quand on est dans la croisée du transept, les chants se croisent, les sons se croisent et que ça fait un cafouillis. Tandis que quand on est dans le cœur, on a un son beaucoup plus pur. Là, vous voyez, on entend, ça se croise. Malgré ses 93 ans, Madame Lebrec a encore l'oreille suffisamment fine pour apprécier ce que la plupart des croyants n'ont peut-être jamais remarqué. En attendant, on nous invite à rejoindre Madame Lebrec. Il est 18h. La marée va monter. Adeline, chef de section des pompiers, rejoint son poste. Mais normalement, vous n'avez pas le droit d'être là, vous. Si, j'ai demandé l'autorisation. J'ai pas la clé, moi. Il n'y a plus personne? Non, je peux monter maintenant. Ok. On serait jamais monté à plusieurs. Eh ben, bonne soirée. Cette partie de l'abbaye est strictement interdite au public. Cet escalier en colimaçon donne accès à l'un des joyaux de l'architecture du Mont-Saint-Michel, l'escalier de dentelle. C'est également le plus haut poste d'observation de la baie du Mont-Saint-Michel. Adeline est Vigie-Leader. Sa mission, surveiller la baie. Là, j'ai un groupe à Tomblaine, j'en ai un autre ouest Tomblaine, j'en ai plusieurs qui sont en train de traverser la Cécé-Lune, j'en ai plusieurs qui sont aussi côté est et qui sont en train de repartir vers Saint-Léonard. Et j'ai un petit peu de monde au pied du Mont-Saint-Michel. Allez, parlez le bec. Le bec d'Andenne, c'est la deuxième vigie, située sur le littoral derrière le rocher de Tombelaine. 3 minutes, la signature vigie, pareil. Vigie-bec de Vigie-Leader. Transmettez. Affirmative, je les ai de visu. C'est bien reçu. 50 mètres plus bas, à la tour du Nord, une troisième vigie complète le dispositif de surveillance de la baie. La marée n'est pas loin, les imprudents doivent rejoindre la terre ferme. Oh, des mains magiques. Visite surprise du lieutenant Quéré, chef de centre de Pontorson, accompagné de François Saint-James, une des rares personnes à détenir les clés de l'escalier de dentelle. En 15 ans, j'ai quotidiennement escaladé ces marches pour emmener ici ces malheureux qui étaient saisis d'ailleurs de vertige en arrivant ici. Alors, il y a ceux qui tremblaient, qui voulaient se tenir au mur, il y en a d'autres qui pris d'exaltation, priaient l'archange. Et donc je citais Maupassant, le Horla, qui est le dernier roman où il y a une description extraordinaire de l'endroit où nous sommes. La mer qui monte, il y a la description de la forêt gothique, le hérissement des pinacles, les gargouilles hideuses et fleurs écloses dans la roche, rongées par le temps. Et puis l'auteur s'adresse au vieux moine qui l'avait conduit là, et le regard là-bas, dans l'au-delà, si proche, il lui dit « Mon père, comme vous devez être bien ici ». Et l'autre répond « Il y a beaucoup de vent, monsieur ». Voilà. Et je rajoutais, c'est le souffle des ailes de Saint-Michel qu'on ressent ici. Et les gens y croyaient. Du bon de Dragon 50. Allez, parlez Dragon 50 pour Vigie-Leader. Vous avez quelque chose à signaler? Oh, négatif, rien à signaler, c'est bien calme ce soir. Bon, on fait le tour, puis on tient au courant. Dragon 50, c'est l'hélicoptère de la sécurité civile qui patrouille matin et soir pour porter secours aux touristes en difficulté. À marée haute, la SNSM, la Société de sauvetage en mer, fait sa tournée d'inspection aux abords du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, la marée est exceptionnelle. Des plaisanciers en profitent pour s'offrir un plaisir qui n'a pas de prix. Accoster au pied du mont. Un privilège qui ne peut se réaliser que 2 ou 3 fois par an. Mais attention,
À tout moment, les bateaux peuvent s'échouer sur un banc de sable. Non, c'est vraiment extraordinaire. Et venir regarder en escale comme ça, avec un bateau, venir comme un marais qui vient du large sur le Mont Saint-Michel, c'est extraordinaire. Donc voilà, on savoure. Le premier bateau, c'est notre bateau amiral, qui connaît la rade comme sa poche. Et vous avez vu qu'on le suit sans essayer de le dépasser. On le suit parce que le risque, c'est de s'échouer. Alors on ne fait pas de mal au bateau, mais l'orgueil emprunte. On va voir le bateau amiral, à tout à l'heure. Le bateau amiral qui ouvre la voie. Son capitaine connaît la route par cœur. C'est un Montois. Et en plus, hier, il a repéré les pièges à marée basse. Pour son capitaine, cette arrivée est un éternel émerveillement. Bonjour, ça va Fredo? Une arrivée comme ça, c'est quand même superbe. Pourquoi ça n'a pas de prix? Pour nous. Le luxe suprême pour ces navigateurs, c'est de venir mouiller au plus près de l'entrée du mont, à la porte du roi. Voilà la balise, la noire et l'autre à côté. Alors faut mieux venir par ici. Un spectacle dont les touristes raffolent. Il fut une époque où le mont Saint-Michel était totalement isolé pendant les marées. Les Montois avaient coutume d'attendre que la marée soit pleine pour éviter les courants avant de rejoindre le mont en barque. On en profitait pour transporter des vivres ou du matériel. Bon, mon chef de bord là. Y a-t-il toujours de l'eau, le chef de bord? Mais la marée ne dure que quelques heures. Les plaisanciers sont soumis à des horaires très stricts. On a une bonne demi-heure, ouais, une heure. On a une demi-heure, une heure pour repartir. Pourquoi? C'est pour ça que, parce que l'eau va s'en aller, la marée va redescendre. Bon, là, c'est des bateaux qui sont bien pour justement venir au Mont-Saint-Michel, parce qu'il y a peu de tirants d'eau. Et le risque, c'est après, s'il n'y a pas assez d'eau pour repartir, on risque de buter sur les bancs de sable. Et là, le spécialiste, ainsi que Vincent, eux savent vraiment les chemins qu'il faut prendre, même si on a l'impression qu'on ne voit rien. Il y a des chemins qu'il faut connaître pour être sur les lits des rivières. Impressionnant les gars. Et le salto arrière que tu nous as fait. Moi je suis impressionné. Alors franchement. Une dernière photo souvenir et le mont va retrouver sa solitude pour la nuit. Les marins reviendront l'année prochaine. 1, 2, 3. Allez, on lève tout doucement. Voilà. Merci pour ça. C'est bon, petit panier un peu plus généreux, c'est bien, la tranche de viande. Et on nappe dessus aussitôt. Au Mont Saint-Michel, les visiteurs sont toujours les bienvenus. Le seul problème, ce sont les voitures. Le parking géant installé au pied du Mont Saint-Michel dérange. Il faut dire que toute la journée, c'est un défilé incessant. L'accès au mont est gratuit. Le parking, lui, est obligatoire et payant. 4 € par voiture et 8 € pour les camping-cars. C'est le tarif pour une journée et une nuit. Bonjour. Ouais, merci. Au revoir. Merci, votre ticket. Bonne journée. Au revoir, merci. Donc c'est une affaire rentable, hein? Assez, assez. Nos patrons se plaignent pas. Combien de fois vous dites bonjour dans une journée? Bah écoutez, j'ai fini les 4 derniers jours. Le plus fort que j'ai fait, j'ai encaissé 1650 voitures à ma caisse uniquement. Au cœur de l'été, ce sont près de 6000 voitures par jour et 500 camping-cars qui franchissent ces 4 péages. Aujourd'hui, le parking rapportera 30 000 €. Une affaire rentable. Mais cette marée de véhicules pollue et grignote un peu plus chaque année sur la mer. Pour mettre fin à cette gangrène, l'État et la région ont décidé de déplacer les parkings sur le littoral à 3 km du mont et de les fondre dans le paysage. Les touristes seront alors pris en charge dès leur arrivée par une navette qui les transportera du littoral jusqu'au pied du Mont Saint-Michel. La digue route actuelle sera détruite et remplacée par un pont passerelle posé sur pilotis. Pendant les marées, le Mont Saint-Michel redeviendra une île.
Aujourd'hui, c'est le jour J pour la Mère Poulard qui doit accueillir dans quelques heures le Congrès national de la transfusion sanguine et ses 500 convives. On fait la chaîne après, t'inquiète pas. Dans quelques heures, Michel Bruno et son équipe vont servir le plus grand repas de l'été au Mont-Saint-Michel. Attention, il y a la viande, les gars. Hein. Qu'est-ce qui passe entre vos mains là? Tout. De l'entrée au dessert, la viande, les légumes, le beurre, les gouttelettes d'huile d'olive un petit peu folle avec les herbes de la baie. C'est le travail d'une équipe de plus de 30 personnes pendant plusieurs jours. Je me suis amusé à calculer, je crois que ça doit représenter quelque chose doucement, les crèmes. Quelque chose comme 1500 heures de travail à peu près minimum. Ah, c'est une grosse charge. C'est une grosse charge. Quand on sait qu'on va faire 500 personnes, ça veut dire que pour chaque personne, on consacre environ 3 heures. Les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Et après tout, ils n'ont pas à s'en rendre compte, mais il y a un travail énorme derrière. Et puis comme je dis, c'est pas le travail d'un homme, c'est le travail vraiment d'une équipe. Hein. Parce que tout le groupe, toutes les cuisines, tous les gars que j'adore, les cuisiniers, s'y sont mis. Et... Tout est là, les gars, ou il y a un autre après? 41, plus 41. ceux qui ne sont pas encaissés en polystyrène. Cette fois, pas question d'utiliser le treuil. Les mets doivent être transportés délicatement à l'abbaye. Tout le personnel de salle a été réquisitionné. Il est 16h30, les 500 invités sont attendus pour 20h. Il commence à pleuvoir et les marches sont glissantes. Les Sherpas doivent grimper au pas de course. Mais attention, il ne faut pas renverser un seul colis. La salle des hôtes, salle princière qui accueillait dans le passé les pèlerins de haut rang, reprend vie aujourd'hui. Les derniers touristes n'ont pas encore quitté la salle. Porcelaine, verre de cristal, fleurs et chandeliers, tout a été prévu pour impressionner les convives. Toutes les tables sont dressées. Reste la cuisine à installer. Les plats pré-cuisinés seront réchauffés dans les 4 fours. Dans la salle des chevaliers, l'ancien scriptorium des moines, Joris Le Breton veille aux moindres détails. Il faut offrir aux convives le standing d'un restaurant haut de gamme. Ici un doigt, ici un doigt, ici un doigt. D'accord? Un geste qui sera répété 500 fois. Ok, l'alignement des verres aussi. Tes salières, elles viennent, regarde, ou sur tes petits points. Les points verts, c'est sel, poivre, cendrier. Ok? C'est bon? On a une mise en place qui est parfaitement réglée, qui doit être précise. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Si on veut avoir des tables qui présentent bien, parce qu'on a quand même des tables de 32 personnes, il faut que tout soit parfaitement aligné, tout soit au carré. Mais coup de théâtre. L'administrateur Nicolas Simonet fait irruption avec la tête des mauvais jours. Bonsoir. C'est un moment particulier pour ça, là? Oui. C'est le genre de choses que j'aime pas voir dans le monument. C'est la dernière fois. Filmez-le, tant que je serai là, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop lourd en fonctionnement et en installation. Je ne suis pas sûr qu'on respecte les conditions d'hygiène qui seraient celles qu'on aurait dans n'importe quelle salle polyvalente. Et ça présente à mon avis quand même une source de risque relativement importante pour le monument. La preuve, ils viennent de s'installer dans le local des pompes, ils peuvent appuyer sur le bouton qui inonde l'église sans faire attention, bah oui. Il y a des tas de choses comme ça. Je ne suis pas content. Je vérifie que tout est en place. Tiens. Mais en attendant, dans la pièce voisine, le personnel s'habille. Ce soir, c'est costume d'époque. Attention. Allez, rangement. Mais les tailles ne correspondent pas toujours au modèle. Les filles qui ont les robes trop longues, vous levez les bras en marchant. Ok? Super. T'es belle, Paulette. Attends, le pain. Sur le parking, les bus des derniers invités viennent d'arriver. Les premiers convives, eux, ont déjà atteint l'escalier du Grand Degré de l'abbaye. Ils arrivent des 4 coins de France et même de l'étranger. Ils sont médecins, chercheurs, infirmiers, tous spécialistes de la transfusion sanguine.
Nicolas Simonet ne décolère pas. Cette invasion l'agace. Il salue à peine l'organisateur de la soirée et vient rappeler au PDG du groupe Poulard qu'à l'abbaye, le patron c'est lui. J'ai fait une colère contre vos gars tout à l'heure. Ouais. Ils avaient installé leur vestiaire dans la salle. Oui, non, mais c'est votre patron ici, donc vous leur avez dit, vous avez bien fait. Et le local des pompes, ouais. C'est sacré. J'ai vu aujourd'hui avec les pompiers pour des raisons de sécurité. D'accord. Ils ont tout enlevé? Ils ont tout enlevé. D'accord. Dans 5 minutes, ça a été fait. J'ai envie que ça a été efficace sur ce coup-là, comme d'habitude. La plupart des invités n'avaient pas prévu un début de soirée aussi sportif. Fatigant? J'étais pas prête, mais j'ai des hauts talons, donc c'est pas terrible. Vous êtes jamais venu au Mont-Saint-Michel? Si, mais je pensais pas qu'on allait monter aussi loin. On pensait pas que c'était un dîner au mérite, parce que là, on doit vraiment mériter le dîner. Donc, il n'y a pas encore d'autres marches? Oh non, merci. Alors? Oh non. Oh. Alors? Promenade. Avant de rejoindre les salles, les invités ont le temps d'admirer un des plus beaux paysages du monde. Michel Bruno et sa brigade n'ont pas le temps de s'attarder sur le paysage. Gilou? Oui, je suis là. Comment vont nos viandes? Justement, ça va pas mal. Là, on va être bien. On va faire quelques trous. C'est quoi? Ah là, on va être bien là. Je vais monter petit à petit. Ouais, t'as raison, c'est bien. Moi, je le mettrai à fond. Hein. Mais à fond? Ah ouais, vas-y. Vas-y. On a les 4 qui sont consacrés aux viandes et aux légumes. Ouais. Faudrait rester sortir. Et tu me dis combien il reste de place, savoir si des fois on peut se mettre des tatins. Parce que si on se met les tatins quand on envoie les viandes, j'ai peur qu'on soit un peu short. C'est 12 grilles de tatins qu'on a. Je crois que c'est ça. 12 grilles de tatins. Ouais, j'ai 12 places. On peut y aller. Ah, j'ai loupé. Ça va toi? Oui, chef. Si je fais voir à mon équipe que j'ai un peu les pépettes, ils auront les pépettes. Donc je dois dire les gars, tout va bien, c'est parfait. Alors qu'en vérité, je vous avouerai qu'il y a une demi-heure, il y a un gaz qui ne s'allumait pas et on se disait comment on va chauffer les sauces. Mais on avait amené la pince, on a démonté et bon, voilà. Non, les bougies sont allumées, ouais. C'est parti. Hein. C'est parti, voilà. Merci. Le personnel est en place. Les invités arrivent et s'installent. Michel Bruno, lui, est nerveux. Il fait le tour des salles et attend le moment opportun pour lancer sa brigade. Lorsque tout le monde est installé, Michel Bruno donne le départ. On y va les salades là. Petit bouquet. Tous, je rappelle, un doigt de l'assiette. Voilà. Tu pinces bien. Vas-y, laisse-toi aller. Sois libre. Allez. C'est bon, petit panier un peu plus généreux, c'est bien, la tranche de viande. Et on nappe dessus aussitôt. Le nappage, eh bien nappé. Essayez de venir au centre de l'assiette. Ça va, Jean-Marie? Parfait. Michel Bruno donne le tempo à sa brigade, pendant que les serveuses de la mère Poulard circulent d'une salle à l'autre, en prenant soin de ne pas renverser les précieuses assiettes. Parfait. Attention, une assiette ici, là, qui ne refroidisse pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas perdre une seule seconde. Le mouton présalé doit être servi à bonne température. Bonsoir à toutes et à tous. Au même instant, de l'autre côté de la baie, les derniers touristes de l'été se préparent à une traversée nocturne. Des guides des chemins de la baie, mais bon, là on sera 9 à vous encadrer. Et donc, en gros, on fera à peu près 7 km. Hein. Alors c'est vrai qu'ici, 7 km, lorsqu'on a l'habitude de marcher, ça paraît un petit peu facile. Mais ici, il faut être vigilant, puisqu'on va marcher sur du sable mou, du sable dur, un petit peu de base, hein, pour le souvenir quand même. Hein, où là on va se salir un petit peu les doigts de pied. Et c'est vrai que dans le sable mou, dans la vase, il n'y a pas vraiment d'appui. Hein, donc c'est important de marcher à votre allure.
Cette traversée attire chaque année de plus en plus de touristes. Ce soir, ils sont 250 inscrits. Ils ont payé 8 € pour une traversée insolite qui démarre au coucher du soleil et qui se terminera dans la nuit noire. À l'abbaye, ovation pour Michel Bruno et son équipe. Son agneau présalé a enchanté les convives. Où sont les gars? Va les chercher. Bravo. Bravo. Merci. Monsieur Simonet sourit, mais il ne changera pas d'avis. C'était le dernier repas à l'abbaye. Les choses qui ne me plaisent pas, je ferme mes oreilles et j'écoute pas. J'aime pas entendre. Ben, que ça soit la dernière fois, parce que je trouve que c'est un lieu qui appelle l'art. Et quand on parle d'art, on est obligé d'associer la gourmandise. Et puis je vais vous avouer que j'ai une petite idée dans ma tête, c'est qu'un jour à la Saint-Michel, rassembler dans ce lieu magique, vous êtes les premiers à le savoir, rassembler dans ce lieu magique tous les grands chefs de France et du monde entier qui s'appellent Michel, ça c'est une idée qui me trotte là. Et je crois que ça soit Michel Troisgros, que ça soit Michel Bras, que ça soit Michel Trama, que ça soit, enfin tous les Michel, et Dieu sait qu'il y en a, je crois que c'est un challenge qu'il faudrait qu'on réussisse. Pendant ce temps, un peu plus bas, au milieu de la baie, des dizaines de flambeaux plantés dans le sable guident les derniers randonneurs. On fait toute une ligne de flambeaux de façon à ce que les gens puissent se saisir chacun d'un flambeau et venir allumer eux-mêmes, ici grâce à tous ces flambeaux, leurs flambeaux, et après ils vont se diriger en procession vers le bec d'Andenne, retour à leur véhicule. Venez par ici, à ce moment-là, les premiers, on va aller par là, comme ça, ceux qui vont aller. Ouais. N'hésitez pas à prendre votre temps. Voilà. Et après, on le tient bien droit. Vas-y, tiens-le bien droit. Voilà. Il faut toujours le tenir comme ça, comme si c'était la flamme olympique. Hein? Bon, alors, on le tient bien droit. Oui. Mais le vent, il est il faut allumer le petit bout noir qui est au-dessus, voilà, qui est au bout. Alors, vous allez allumer le petit bout noir, vous patientez bien qu'il soit bien allumé. Et après, on le tient bien droit. Non, on va se regrouper un petit peu. Hop là. On va lever tranquillement le flambeau pour la petite image. 1, 2, 3. Allez, on lève tout doucement. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, donc là, on a 7 km à tenir comme ça. Mince, j'espère ne pas tomber. Moi, ça me dérange pas. Tout le monde est satisfait? Ouais. On peut continuer? Ouais. Le mont Saint-Michel, pyramide coiffée d'une cathédrale, brille dans la nuit comme un phare au milieu d'un désert. Ce rocher qui a résisté à un millénaire de guerre et de religion s'apprête à accueillir dans les 10 années à venir 5 millions de visiteurs par an. Un prix peut-être à payer pour que le mont Saint-Michel retrouve enfin son caractère insulaire.